Et comme convenu, nous sommes en compagnie de Flore Vasseur, qui a beaucoup de chance parce qu'elle publie « Comment j'ai liquidé le siècle » et elle est devenue la coqueluche, littéralement, des critiques. Parce qu'en plus, au départ, c'est pas ton boulot. Non. Ton boulot, c'est plutôt justement... Là, c'est un livre qui traite de la finance, de la haute finance, mais c'est ça ton boulot. Alors non, moi je suis pas du tout dans la finance. Ah, mais t'es consultante. Oui, mais je suis pas du tout dans la finance. Je suis dans le monde de l'entreprise, mais entre l'entreprise et la finance, je comprends que pour des journalistes, ça soit un peu la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, mais en conseillant des grandes entreprises, on est obligé de comprendre comment marche la finance, puisque les grandes entreprises dépendent d'une certaine façon de la finance. Oui, Donc vrai. En réalité, c'est un système, en fait, ce qu'on appelle le système, c'est un truc que tu connais de l'intérieur. C'est vrai. Et pourquoi tu fais des livres ? Parce que tu pourrais pas le dire dans la vie, normalement. Pourquoi je fais des livres Parce que j'adore raconter les histoires. Tu es un peu la Pierre Bellemare de la haute finance. D'accord. Donc c'est l'univers des traders, c'est très romanesque. Toutes les comparaisons d'ailleurs des critiques, c'est des auteurs américains. Ouais. Donc le bûcher des vanités, c'est la classe quand même. Tu as mis la barre très haut, mais ça marche, donc c'est formidable. Et tu nous racontes donc l'histoire d'un gars, au début ça commence normalement, c'est un gars qui s'appelle Pierre, il a 37 ans, il vient de Clermont-Ferrand, produit de la méritocratie française, il a eu des bonnes études, il adore les maths, il se retrouve dans une banque qui s'appelle le Crédit Général, il est trader, et il a une vie formidable. C'est ce qu'on appelle avoir réussi sa vie. Ça veut dire, il a pas de femme, il a une pute de luxe, il a des super bagnoles, il prend de la coke. Non, il prend pas de coke. Non. Bon, alors j'ai pas lu assez bien. Enfin, c'est un mec, il aime les chiffres, voilà, il aime les chiffres, est heureux. Et un jour, on lui confie une mission terrible, faire péter le système. Ouais. Alors là, je te laisse parler. Il rencontre une dame, ça c'est extraordinaire. Après, on va parler de cette dame et de tout ce qu'il y a derrière, le continent englouti derrière cette madame Crutzen, une octogénaire diabétique qu'il convoque, qui lui donne une clé USB, Hello Kitty. Alors déjà, est-ce que c'est crédible? Juste en foutant cette clé dans le système, on parle du système financier mondial, dont on vient de voir avec la Grèce, il va réussir à tout faire péter. Alors, ça part d'un principe ça part d'une réalité qu'on est en train de découvrir, qui est l'emprise des mathématiques sur la finance. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu un krach à Wall Street. Ouais. En 1 heure, le Dow Jones a perdu 10%. Personne n'a su ce qui s'est passé. La SEC, la société, l'organisme qui surveille les marchés, a fait une enquête. Et en fait, c'est un algorithme. Ça a été une réponse d'algorithme. Et donc, cette clé USB comporte un algorithme qui, effectivement, aujourd'hui, infiltre tous les marchés. Aujourd'hui, 70% des transactions boursières quotidiennes sont faites par des machines sans aucune intervention humaine. C'est des algorithmes qui se répondent. Donc, quand un algorithme achète massivement et que tout le monde le copie, ce qui est le cas de la finance, puisque c'est un principe Flore, ça veut dire que la machine est devenue folle, la machine est cassée de l'intérieur. C'est plus les hommes qui dirigent, ce sont les chiffres. Je pense qu'on n'est malheureusement pas au bout de nos peines. Là, on est en train de découvrir l'emprise de la finance sur notre quotidien. La deuxième vague, ça va être de découvrir l'emprise des mathématiques et des machines sur la finance. Et quand on aura compris ça, on verra que l'homme est très très loin, que le regard humain, qu'on est en train de se dire les traders n'ont pas de moralité, etc. Oui, ils ont tout donné aux machines. C'est plus que des calculs. À propos des traders, tu dis, tu parles en leur nom, nous n'avons jamais mis le pied dans une entreprise, c'est un repère de besogneux, nous nous foutons de ce qu'elles produisent, du nombre de personnes qu'elles emploient, nos profits sont leurs pertes, vos pertes. Pour nous, il n'y aura jamais de punition. Alors on dit, c'est vrai, il y a par exemple Kerviel, qui est revenu très souvent, on dit, mais quel con, ce mec, il est sans foi ni loi et tout. Ils sont formés à être comme ça. Je ne sais pas s'ils sont formés à être comme ça, ils sont payés pour être comme ça. Ces gens-là, ils sont payés pour rapporter l'argent à leur banque, à leur employeur. Mais on est tous payés pour faire ça quand on rentre dans une entreprise. On ne vous dit jamais, faites le bien de l'humanité. On vous dit, rabonne-moi 3% de rentabilité. C'est ce qui me déprime. Moi, je voudrais que dans toutes les entreprises, on dise, faites le bien de l'humanité. Mais donc, les traders font exactement leur boulot. Donc, on leur demande de gagner du fric. Et là, moi, mon point, c'est de dire que plus personne ne comprend ce que font les traders aujourd'hui. Parce qu'ils sont partis dans un niveau de sophistication tel que personne ne les comprend. Et le patron de Kerviel ne le comprenait pas.
Est-ce que eux-mêmes... Mais non, mais eux, ils sont dans la beauté du chiffre, ils se font une guéguerre incroyable pour savoir qui aura la meilleure formule. Il y a une guerre souterraine pour s'arracher ces traders au meilleur prix. Et dans ces gens-là, c'est des polytechniciens, donc école de la République quand même, qui sont... c'est marrant de les voir défiler le 14 juillet en uniforme et après de savoir qu'ils font ça. Et c'est pas qu'ils ont mal tourné, c'est que c'est là où c'est le seul endroit où ils peuvent continuer à bidouiller des chiffres quand ils ont passé 10 ans à étudier ça. Alors heureusement, au-dessus d'eux, il y a le comité ou la conférence ou le club de Bilderberg, dirigé par cette Madame Crutzen. Alors, Madame Crutzen, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est romanesque. Par contre, ce fameux groupe de Bilderberg, il existe. Il a été créé en 1954 par, alors j'ai plein de notes, par David Rockefeller et puis une espèce de prince des Pays-Bas, prince Bernard des Pays-Bas. Donc il existe, disons, il est essentiellement une sorte d'axe transatlantique qui réunit des gens. Alors il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de l'armée, des services secrets, des médias. Et ils se réunissent une fois par an. À côté, Davos, c'est un peu l'amicale des boulistes, quoi. C'est des guignols à Davos. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment, Davos, c'est une réunion publique, il y a beaucoup de journalistes, il y a des débats, il y a quelques séances privées. Davos, tout se joue dans des couloirs et dans des séances qui sont fermées à la presse. Mais le Bilderberg, c'est vraiment, effectivement, une réunion tous les ans dans un endroit tenu secret, gardé par les patrouilles de l'OTAN, quand même. Aucun journaliste n'a le droit d'y approcher. Mais c'est James Bond, les mecs qui arrivent en hélicoptère noir où il n'y a pas d'inscription, se posent, on les met dans des voitures noires, on les amène. Quelques photographes un peu rusés ou conspirationnistes font des photos. Il y a 4-5 types dans le monde qui suivent ce truc, qui ont essayé de s'y en approcher. Alors après, il y a toutes les théories de conspiration dans tous les sens qui s'y mettent. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser? Alors j'avais posé, je me souviens très bien, des questions à Devedjian qui avait participé à une telle conférence. Il disait mais non, on dit des choses très importantes, mais on n'a pas à en faire état. Mais tout ça n'est pas... parce que je lui disais évidemment, je vois la main occulte qui est derrière. Il me disait mais non, il ne faut pas dire ça. Pourtant, de vraies décisions y sont prises. Il y a même des trucs cocasses. La dernière réunion de Bilderberg, c'était en Grèce, près d'Athènes, dans un superbe palace, l'Astir Palace, où ils étaient tous là. Et donc, ils invitent à peu près 150 personnes. 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors, ils font quoi? Je pense qu'ils choisissent les thèmes, ils choisissent qui vient l'année prochaine, et puis ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer... les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20? Écoutez, moi je me pose beaucoup de questions sur ce Bilderberg. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ça devienne un lieu de qu'on discute de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir. J'ai pas enquêté sur les liens directs entre Bilderberg et les relations internationales l'année dernière. Je trouve qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui sont quand même tout à fait inquiétantes. Voilà. Le prochain sommet va se tenir en Espagne. En Espagne, donc... C'est très mauvais signe pour nos amis espagnols. S'ils nous regardent, en général, ils viennent repérer le terrain. Il est dit que ça a fuité. Maintenant, ils sont capables de changer au dernier moment, etc. Mais en attendant, quand ils se réunissent, il n'y a pas de manifestation d'altermondialistes. C'est gardé par l'OTAN. C'est armé. Il y a l'armée qui est là. C'est absolument extraordinaire. Donc, pour revenir au roman, Madame Crutzen, quand elle donne la fameuse clé Hello Kitty USB à notre ami Pierre, elle lui dit je te demande de la mettre pour faire péter le système, parce que sa crainte à cette madame du groupe Bilderberg, c'est que les Chinois prennent la domination du monde. Or, les Chinois, ce groupe Bilderberg, il a été créé par des Américains et des Européens. Ils sont exclus de ce groupe, Voilà. Ça, c'est la réalité. Par une revanche du sort, les Chinois sont effectivement en train de devenir les maîtres du monde, et elle veut donc, en gros, elle préfère faire péter le système que de donner les clés aux Chinois. Elle préfère faire effectivement péter le système, comme vous dites, plutôt que de voir la domination du monde basculer des États-Unis vers la Chine. Alors ça, c'est du roman, c'est de l'intuition, c'est de la folie, mais il y a un certain nombre de partisans de cette théorie de l'Empire
Les théoriciens de l'Empire, c'est ça. C'est l'Amérique, la grande Amérique a sauvé l'Europe. La grande Amérique régnera jusqu'à la fin des temps et tout doit être fait pour éviter que l'Empire soit égratigné. Toutes les théories des amis de Bush. Ben voilà. Bien sûr. Mais moi, je pense que le roman... Comme on retrouve d'ailleurs Richard Perle, exactement. Paul Wolfowitz... Mais qui vont tous au Bilderberg. Qui sont tous membres du Bilderberg. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le roman, c'est qu'on prend la réalité, on prend ses intuitions et on pousse un peu plus loin. Et après, voilà, on en discute. Alors, est-ce que tu as vu ce Français Fabrice Tour, là, le salarié de Goldman Sachs, est-ce qu'il ressemble pas à Pierre, ton héros? Moi, je trouve que Pierre a beaucoup de copains en ce moment, parce qu'il y a effectivement Fabrice Kerviel, Tour, dont on parlait. Kerviel, il s'en est un peu inspiré. Ouais. Mais et encore une fois, ce crack de la semaine dernière, avec cet algorithme qui pète, mon Pierre a beaucoup de copains. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils se ressemblent tous, ces mecs. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais voilà, ils sont bruns, visage impassible, ils se maîtrisent énormément. La chemise repassée sur eux-mêmes le matin. Exactement. Qui ne bouge pas en fin de journée, elle est toujours aussi propre. Des types d'un calme extraordinaire, une maîtrise de soi monstrueuse. Et je pense que c'est aussi ce qu'on découvre sur les traders dans les années 80. Vous voyez les traders flamboyants. Alors, effectivement, dans le livre, il y a tous les artifices attendus du trader. Donc, les prostituées, la drogue, machin. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout des mécaniques intellectuelles incroyables. Et des types qui sont complètement autistes. Fabrice Tour, il avait quand même le Sénat devant lui avec un type hyper remonté contre lui et il a gardé son calme d'un point de vue. Il avait l'air d'en avoir rien à foutre. Ah mais complètement, c'est dingue, c'est dingue. Et c'est effrayant. Il maîtrisait bien son sujet, il les emmenait comme il voulait, un peu comme Flore Vasseur avec Comment j'ai liquidé le siècle aux éditions des Équateurs. Voilà, j'arrive à lire. Pourtant, c'est écrit petit. Le prochain, ça sera La mort du capitalisme que tu décriras, non? Peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il y a après, surtout? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on reconstruit? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Toi, tu as voté quoi? Europe Écologie? Il paraît qu'il ne faut jamais dire pour qui on vote. Ah non, mais on fait comme on veut. Bon, moi je suis en retard, donc je rends l'antenne. Merci Flore Vasseur. Rendez-vous demain 20h30 pour le best-of du Sarco Info. Et lundi pour une nouvelle émission. À bientôt.